Bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Interaction chaque vendredi à 12h30 jusqu'à 13h. Une émission interactive, vous pouvez poser toutes vos questions sur la partie de chat juste à côté de ce player sur le site de decideurtv.com et un fonds commun de placement également. Complètement transparent, hein, c'est l'innovation Hubert de Bonjour. C'est ça, cette émission n'est pas seulement une émission, c'est une émission, mais c'est aussi le reflet d'un comité de gestion d'un fonds, qui est le fonds Interaction, et dont le code ISIN, comme on dit, apparaîtra en fin d'émission sur l'écran. Voilà, disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Agnès, bonjour. Bonjour Thomas. Paul, bonjour. Bonjour. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une actualité toujours aussi dense en ce moment. Alors, le yo-yo continue. Le yo-yo continue, on a une semaine quand même de stabilisation, si on accepte les bourses chinoises qui ont un peu plus repris que la moyenne, mais qui, comme elles perdent entre 17 et 20%, avec les autres grandes bourses perdent plutôt entre 6 et 10%. C'est stabilisé, si on regarde d'une semaine à l'autre, enfin d'un vendredi à l'autre. Après, pas tous les matins, puisqu'on gagne un et demi, on perd un et demi. Mais on est plutôt à 1,5 qu'à 2,5. Voilà. On faisait plus 1,5, plus 2,5 il y a 15 jours. Ça se stabilise globalement. Bon, c'est stabilisé par l'action des banques centrales ou la parole des banques centrales. La semaine dernière, la BCE, qui a vraiment permis le rebond, quoi. Je pense que Paul peut en reparler. Cette semaine, la Réserve fédérale, qui est plus mesurée, donc qui a déçu dans un premier temps, et puis on se dit si elle n'accélère pas, si elle considère qu'elle peut continuer sa politique, c'est que ça va pas si mal pour l'économie, ça c'est le grand sujet. Ouais. Et puis ce matin, la Banque du Japon qui rentre dans les taux négatifs. Paul, on se dit toujours c'est grâce aux banques centrales que tout va mieux. Est-ce que les banques centrales ont un crédit illimité? Est-ce qu'une banque centrale peut, pendant des siècles et des siècles, arroser le marché de liquidité? Alors, oui, une banque centrale peut toujours faire des Est-ce que choses ça qui nous marchera surprennent. tout le temps? Ce qui est certain, c'est qu'en fait, on était dans une situation de crise jeudi matin, et personne, ou presque, ne pensait que les banques centrales avaient la clé de la solution et qu'elles avaient usé leur crédit. La réalité, c'est qu'elles ont pris des positions qui sont assez claires, qui sont assez limpides. Elles ont pris les décisions peut-être qu'on attendait auparavant, ce qui nous aurait peut-être évité le mouvement de baisse qu'on a eu. Encore que la Banque centrale n'est pas nécessairement le déterminant de la baisse, c'est plutôt la baisse du pétrole. Qui remonte un peu et donc qui stabilise aussi. Voilà. Deuxième chose. Je crois que finalement, le vrai sujet, c'est que le pétrole a arrêté de baisser. Il est revenu tutoyer les 34-35 dont on dit depuis des semaines que c'est un point très important parce qu'en fonction du prix au-dessus ou en dessous, le scénario positif ou le scénario très négatif vont s'enclencher. Sur le Juste pétrole, un mot, Agnès, sur justement le pétrole, en discutant avec des acteurs de marché qui sont au contact de ces problèmes, parfois très pessimistes. Ils voient derrière les problèmes des équipementiers, les Vallourec, les CGG, des faillites de groupes pétroliers comme Petrobras ou autres. Est-ce que vous êtes aussi sur un scénario aussi pessimiste? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de données pour l'instant. On a eu quelques résultats, donc notamment sur des pétrolières qui coupent leurs dividendes et qui ont des résultats en forte baisse. Donc voilà. Bon, et après, l'état des banques, ça concerne que les banques, surtout les banques françaises, pas françaises, pardon, excusez-moi, américaines et surtout les banques régionales. Donc du coup, et c'est toute cette incertitude qui pénalise notre secteur bancaire. Donc, et ça, c'est sur le schiste. Mais oui. au-delà des acteurs comme Petrobras, qui sont sur le pétrole traditionnel, qui sont en danger, il y en a. Oui, il y aura sûrement des faillites. Pour nous, l'élément structurant dans ce secteur-là, c'est que le gaz n'est pas cher et le gaz est une énergie d'avenir. Donc, on a une fenêtre d'opportunité pour tous les pétroliers qui étaient mal engagés d'améliorer leur coût de revient du pétrole ou du gaz. Et s'ils savent le faire, ils vont s'en sortir. Ceux qui ne le feront pas seront en très grande difficulté. le risque, c'est l'offshore. Le risque, justement, c'est l'offshore, c'est Petrobras. Ouais, c'est que ce sont des prix de revient qui sont très, très, très élevés, beaucoup plus élevés que les gaz de schiste. Oui, quand on doit aller 4 km sous la couche de sel, ça coûte cher. Et bon, cela dit, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? À la fois sur les bourses et sur le pétrole, on était un peu survendu. Et donc, on est revenu. Ce qui est important, c'est qu'effectivement,
ce 35, qui est un court pivot entre les fameux 40 qu'on estime macroéconomiquement stabilisants, et puis les 25 qui seraient le scénario du pire. On est sur le fil du rasoir. Autre facteur d'inquiétude, les technologies, on a eu les résultats... dans les deux sens. Dans les deux sens. Facebook qui impressionne. Donc eBay, ATT, des métiers... la rentabilité n'est pas là. Et puis alors, Microsoft et Facebook, et surtout Facebook, mais Microsoft aussi. Donc c'est pas n'importe quoi. Des résultats américains qui sont dans l'ensemble quand même bons. Dans les cycliques, moi je vois Dupont, je vois 3M, je vois Caterpillar, Fiat Chrysler, c'est une valeur américaine, si on veut, et également dans la conso, puisque malgré le dollar, Procter et McDo sortent des résultats qui sont au-dessus des estimations, alors qu'ils peuvent être en dessous de l'année dernière. Mais ils s'en sortent bien. Donc sur les valeurs dollars, on a Boeing ou Johnson & Johnson qui sont en dessous du marché, mais en dessous des estimations. Mais les valeurs américaines, les publications sont globalement un peu meilleures que ce qu'on attendait. Et on le sait que c'est important ce retour aux fondamentaux, de s'intéresser la micro compte. Ça pourra peut-être aider à stabiliser. Là, on achète comme des actions, des sociétés, comme dit un mot sur la Monsieur croissance Buffett. On France. n'achète pas des actions, on achète des sociétés. Voilà, un mot sur la croissance en France, 1,1 sur 2015, 0,2 au dernier trimestre. Est-ce que la reprise est là ? La reprise. Alors, la France n'est pas le pays le plus dynamique de l'Europe, de toute ça, on façon. Compris, Les attentats, finalement, semblent avoir eu moins d'impact qu'on ne pouvait le craindre. La perspective reste au niveau européen, je pense. Et d'ailleurs, je vous ai amené des graphes sur la vision qu'on pouvait avoir, parce qu'il y a la peur, d'une part, mais il y a quand même des anticipations de croissance qui existent dans la plupart des zones qui comptent. Alors montrez-nous, décryptez-nous ce Modigliani. Non, c'est pas un Modigliani. C'est ni un Mondrian. Plus proche déjà. C'est en fait, si on prend sur l'axe des X, finalement, le poids de chacune des zones ou des pays dans le PIB mondial. Ça permet de voir comment ils vont impacter effectivement la croissance mondiale. Et ensuite, on affecte... Donc c'est sur 100, c'est une échelle 100. C'est sur 100, c'est sur 100. C'est comment est-ce qu'ils se répartissent. Donc l'Union européenne, c'est de 45 à 70, allez, 25, 27%. Voilà, on voit que les deux gros poids, c'est les États-Unis et l'Europe. Donc il ne faut pas oublier que la croissance aux États-Unis et en Europe, c'est quelque chose qui compte. Ensuite, on a la Chine. Et on voit très clairement que la contribution de la Chine par rapport au Japon, qui est à l'extrême à droite, est très significative. Finalement, on s'aperçoit que seuls la Russie et le Brésil sont destructeurs de croissance. Oui, c'est leur donné, en effet. On a 8 en Inde, presque. Voilà. Et on a moins 4 au Brésil, presque. Tout à fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de relativiser finalement cette peur qu'on a sur la Chine d'un ralentissement. Ça permet de voir que les enjeux sont aussi aux États-Unis et en Europe. Ça permet de voir qu'il y a des pays qui marchent bien dans les pays émergents et il y a des pays qui ne marchent pas bien dans les pays émergents. Donc c'est vraiment tout ça que ça permet de remettre en perspective et peut-être de relativiser le risque de hard landing. Si le pétrole tenait, eh bien les choses pourraient s'améliorer. Et alors c'est intéressant parce qu'on se dit que quand un pays bascule de l'industrie au service, finalement ce rectangle tombe à l'horizontale. On pourrait se dire ça. Il y a peut-être aussi la démographie. Oui, la démographie. Ouais. La démographie est certainement un élément important et de ce point de vue-là, si on arrive à mieux gérer l'immigration en Europe, on a effectivement quelque chose qui peut être aussi bien positif qu'il n'est perçu comme négatif. Ce qu'on voit sur ce graphe, c'est ce dont ont peur les marchés. J'ai le sentiment que c'est de la croissance américaine, c'est du gros pavé du milieu. L'Europe, c'est suffisamment modeste pour qu'on ne soit pas trop surpris en mieux ou en moins bien. C'est le rouge parce que la Chine, que l'esthétique officielle soit à 6, à 4, on s'en fiche, puisque c'est toujours la même chose, donc c'est de la communication. Et donc la Chine, on voit à peu près où ils sont. Mais le grand choc sur les marchés de janvier, c'est quand même une certaine peur de dégradation américaine, parce que là, ça change complètement la règle du jeu. Bon, voilà pour le Tetris. Alors, un marché également qui dépend, on va voir, de ce graphique qui est disons toujours... que ce graphique, il a le mérite de nous présenter un peu ce qui se passe depuis 2013. Et on voit globalement qu'on avait une stabilisation des pays émergents, qui est la courbe en
jaune, c'est-à-dire c'est l'indice des pays émergents exprimé en dollars, et on a en face de ça ce qui se passe en bleu, c'est en Occident. On voit que la tendance était beaucoup plus positive avant que ne se passe cette grande inquiétude de la fin de l'année. Donc c'était stable en jaune et ça montait en bleu. Comme tendance après. Voilà. Et la petite flèche rouge est là pour indiquer le moment où le quantitative easing a démarré, enfin, où la crainte et la crainte de ne pas avoir de quantitative easing. Elle est fine, la flèche. Elle est très fine. C'est le moment où, en fait, on a eu cette forme de décrochage liée au quantitative easing avec, finalement, depuis le deuxième trimestre 2015, finalement, un marché qui s'est effondré dans les pays émergents et qui a reculé. Pourquoi vous l'appelez le salaire de la peur? C'est ce côté un peu qui tressaute, hein? C'est surtout qu'en fait, on est passé dans un scénario de hard landing. On a eu peur qu'il n'y ait plus rien et d'un seul coup, les marchés s'effondrent. Et finalement, il y a une forme d'opposition entre les anticipations macroéconomiques qui sont finalement plutôt positives, et le ressenti qu'en ont les marchés qui voient finalement la perspective d'un atterrissage très très douloureux. Et c'est donc en plein dans ce qu'on disait à l'instant, c'est la croissance américaine qui inquiète beaucoup plus que la chinoise, et a fortiori que l'indienne ou même l'européenne. Une question pour finir ce chapitre macroéconomique pour Paul. Doit-on croire les chiffres de l'INSEE? Une question d'Yves. Merci de nous poser cette question. Doit-on croire les chiffres de l'INSEE qui donnent une inflation proche de zéro alors que la baisse du prix du pétrole conduit à la baisse de l'ensemble des coûts de production des produits agricoles et manufacturés corrélativement à la baisse de leur prix? Alors tout chiffre d'inflation résulte d'une méthode de calcul. Donc à partir de ce moment-là, le chiffre qui est publié est toujours cohérent par rapport à cette méthode. On peut critiquer la méthode, on peut vouloir la réviser. Il n'en reste pas moins qu'il y a aujourd'hui des services qui augmentent et des biens dont le prix augmente. Donc quelque part, c'est ce que ça traduit. Mais le patron de la Banque centrale lui-même l'a indiqué dans sa conférence de la semaine dernière, on pourrait avoir 2, 3, 4 mois d'inflation négative sur la zone euro. Voilà, c'est un facteur, et c'est un facteur qui l'a conduit à dire qu'en mars, il referait le point, et éventuellement pour contrer une des inflations. C'est finalement cette peur de la déflation qui revient régulièrement et qui a suscité qu'on fasse un quantitative easing en Europe, qui suscitera certainement encore d'autres décisions, parce qu'on n'a pas totalement tué le spectre de la déflation. Comme la Banque du Japon, aujourd'hui, en taux négatif. Oui. C'est un exemple, il y a des exemples toutes les semaines. Voilà pour le chapitre et c'est la tendance. Macro. On passe à notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord qui commence toujours par ces feux, des feux qui, vous le voyez, eh bien, vont dans le bon sens cette fois-ci. Oui, il faut dire qu'on était au bord du précipice avant que la BCE ne parle. La séquence se termine avec la Banque du Japon, elle est plutôt meilleure. On a fait un pas en arrière et pas un pas en avant. Et un pas en avant. Je pense même qu'on remontera encore la semaine prochaine si on intègre la donnée de la Banque du Japon qui a été plutôt surprenante pour les marchés. Mais globalement, notre indicateur n'est pas fantastique. C'est-à-dire que la partie macroéconomique ou microéconomique reste encore à peu près raisonnable. La partie comportement de marché pas très bonne. Très inquiétante. C'est ce qu'on a vu. C'est le graphe de tout à l'heure. Oui, la psychologie des marchés. Voilà. Momentum macroéconomique, alors... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce graphique? Ce que je voulais regarder un peu plus attentivement, c'est que bien que le feu soit vert, on a quand même eu une dégradation depuis le début de l'année des indicateurs macroéconomiques dans les deux zones, que ce soit les pays émergents ou les pays développés, et c'est un point qu'il va falloir regarder parce que si cette dégradation se poursuivait, alors effectivement les inquiétudes du marché pourraient devenir cohérentes. Réalité, marché qui anticipe souvent. On reste en mode 3. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas franchi, on n'est pas passé loin. On n'a pas franchi le mode 4 que l'on pouvait craindre si la BCE n'avait pas bien réussi son exercice et qu'il n'avait pas été relayé par les banques centrales et surtout aussi par les déclarations qu'il y a eu sur un possible accord entre OPEP et non-OPEP sur le pétrole. Mais ça, il a un peu tourné court. Voilà, et ce processus-là est intéressant parce qu'on lance une perche et puis on voit ce qui va se passer. Ce que je retiens, c'est qu'on a lancé une perche.
et que les marchés ont réagi positivement, alors qu'on avait annoncé la même terre il y a 3 semaines. Ils ne l'auraient pas entendu. Ils n'auraient pas entendu, voilà, ça c'est important. Voilà donc pour le tableau de bord, tout de suite la rubrique performance. Alors, une performance qu'on va découvrir tout de suite sur ce tableau. Voilà. Agnès? Alors cette semaine, on a un peu moins baissé que le CAC 40. Donc du coup, ça c'est la performance depuis le début de l'année. Donc on maintient toujours un spread. Donc, de 1 point à peu près. Oui, 1 point. Donc voilà, et sur la semaine aussi, on a été légèrement meilleur que notre indice. Donc voilà, donc c'est un marché de toute manière depuis le début de l'année qui fait pas mal de yo-yo. La seule chose qu'on peut remarquer cette semaine par rapport aux autres semaines, à chaque fois on démarrait les semaines précédentes sur des hausses et dès que les Américains ouvraient, donc il y avait des ventes sur ce marché. Et depuis une semaine, c'est l'inverse. On démarre plutôt, on hésite et puis dans l'après-midi, il y a des fonds américains qui reviennent acheter donc sur l'Europe et un peu plus sur la France. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est un peu bon. C'est une bonne donnée, mais comme on disait la semaine dernière, on allait faire un retracement de la baisse sur le marché techniquement. Ce qu'on a fait, on a fait un retracement de 50% par rapport à la baisse depuis le début de l'année. Donc là, on est sur un niveau sur les 4400, 4396 qui sont vraiment délicats. C'est-à-dire que soit les banques non financières européennes arrêtent de baisser et on a un dollar et un Brent qui se stabilise, et à ce moment-là, on repart au-delà des 4600. Sinon, on risque de retoucher nos plus bas de début d'année. Voilà. Que les achats américains dont parle Agnès, ils sont quand même aidés par le fait qu'on n'anticipe plus une forte hausse du dollar contre euro. C'est-à-dire que tous ces investisseurs qui attendaient d'avoir plus de pouvoir d'achat avec une parité qui reviendrait à 1 contre 1, à 0,9, ils se disent qu'il faut quand même y aller. Et ça, c'est bon signe, parce que c'est là où est l'argent. Bon, un mot sur le détail sectoriel. Alors, sur le détail sectoriel, donc on a toujours de la performance. Donc, on a fait notre spread un peu sur notamment le fait qu'on ait moins de financières, sur le fait que c'est la consommation cyclique et les cycliques qui nous défendent. Donc, et le secteur, je dirais, défensif, Sanofi a baissé cette semaine et on n'a pas du tout de secteur de pharma dans notre portefeuille, ce qui nous a bien défendu. D'accord. Si on regarde maintenant, voilà, le portefeuille. Alors peut-être le top 10 de cette semaine, on va commencer par ça. Alors le top 10, voilà, le rebond du Brent, donc Total s'est bien ressaisi, puisque sur la semaine Total a gagné 2,43. Alors c'est vrai, nous on a pratiquement 6%, l'indice en a 9%, donc si vous voulez une contribution en absolu relative qui est négative, puisqu'on en a moins. Et mais quand même 0,13 de positif. Oui, 0,13, exactement. C'est quand même ça le... Et puis, on a toujours, dans le secteur semi-cyclique, on a du Rheinmetall qui se défend très très bien. Et surtout, Rheinmetall a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et notamment ses bénéfices annuels pour 2015. Et on a surtout, on a constaté donc une hausse des budgets du secteur de la défense, donc notamment dans les pays, dans de nombreux pays, voire pays émergents. Donc voilà. Bon, voilà. Alors, donc ce qu'on pouvait dire. Ce qui est intéressant, c'est juste un petit point sur les baisses. Les baisses, ça correspond exactement à ce qui était notre stratégie. Alors, on n'a peut-être pas été assez loin, mais les baisses, c'est les valeurs de stock picking qu'on a pu avoir, les valeurs qui sont en dehors des indices, qui ont fait des belles performances, mais on voit dans les baisses du Bolloré, du Capgemini. Bon. Le retour sur les indices était logique, et puis il y a les financières quand même. On va voir cette semaine, très forte baisse. Oui, et puis il y a le secteur aussi aéronautique avec les résultats de Boeing. On va voir tout ça dans la rubrique consacrée à la gestion. Cette interaction, chaque semaine, vous pouvez nous interagir dans cette émission qui est aussi la vôtre. Poser toutes vos questions à nos spécialistes, Agnès Delors, Paul Schwörer, Hubert Tassin, autour de la table. Alors, on me disait justement qu'on avait réalisé des arbitrages cette semaine en sortant des valeurs de stock picking. On va revoir un peu l'historique.
On s'est renforcé en effet dans des valeurs plus traditionnelles. On le voit, Nexity, LVMH, Vinci. Oui, on s'est renforcé notamment, surtout dans le secteur de la construction. Donc, et puis avec les résultats ce matin de la croissance en France, il y a un secteur qui contribue bien à et qui est une belle surprise, c'est le secteur de la construction, notamment les dépenses donc dans le secteur privé a bien augmenté sur le dernier trimestre. Donc on s'est renforcé sur Nexity et sur Vinci. Donc on joue la reprise française et européenne. Donc, et Vinci a annoncé notamment une performance annuelle qui a bien démarré et des résultats dynamiques dans leur carnet de commandes. Et on revient un peu sur le secteur du luxe. Notamment, je pense que LVMH a bien été massacrée depuis quelques mois. Elle revient sur des cours d'achat. Voilà. Le secteur est massacré. Il y en a une qui est meilleure que les autres. Donc on va sur celle-là. Sachant qu'il y a eu des petites indications, comme on l'a déjà dit, chez Burberry par exemple, que le secteur du luxe frémit un peu. Et puis le secteur du luxe, on en vend aussi aux États-Unis, on en vend aussi au Japon, on en vend aussi dans les Émirats, on en vend aussi en Europe. Il n'y a pas que les nouveaux riches chinois qui, de toute façon, sont toujours les nouveaux riches. Il y en a peut-être moins, mais il y en a toujours. Il y a un point que je voulais souligner sur la méthodologie dans laquelle on intervient sur les marchés. C'est qu'en fait, on peut le voir, on a commencé par faire du Lyxor. On a acheté un indice sur le CAC juste avant que la BCE ne parle pour jouer un rebond. On a vendu sur des niveaux qui sont à peu près équivalents à ceux qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et puis, dans un deuxième temps, on a formalisé des achats sur des titres parce que les choses allaient un petit peu mieux et qu'il y avait des perspectives. Donc c'est, je pense, un point important à préciser pour la compréhension de la façon de piloter le portefeuille. Ça marche. Voici le portefeuille dans son intégralité. Donc on avait vu les 10 plus fortes hausses et 10 plus fortes baisses tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres commentaires à apporter? Je vous ai interrompu sur l'aéronautique, Agnès. Oui, on a eu les résultats notamment de Boeing, notamment qu'il y a eu sûrement les livraisons devraient diminuer et les prévisions de résultats revues à la baisse, donc ce qui a impacté le secteur aéronautique notamment. Et puis la bouffée d'oxygène en fin de semaine, ça a été notamment l'offre avec l'Iran. Donc du coup, Airbus et Safran se sont redressés en cette fin de semaine. Voilà, donc c'était un peu le secteur qui nous avait pénalisé dans la semaine. D'accord. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire comme description du paysage. D'un point de vue arbitrage de cette semaine, que fait-on? Il y a de l'actualité d'abord. Alors on commence par l'actualité. On commence par l'actualité. Areva EDF, le dossier avance. On sait que EDF qui a été massacré, on est revenu dessus mi-janvier. Ça a refait le tiers de sa baisse. Les 2 tiers de sa baisse. Les 2 tiers de sa baisse, oui, tout à fait. C'est encore un dossier encore délicat. Voilà. Donc, je veux dire, il y a eu l'augmentation de capital de plus de 5 milliards. Mais la branche, le rachat par EDF de la branche des réacteurs, notamment, bute toujours avec le dossier EPR. Mais on se retrouve du bon côté, puisqu'on achète après le tribunal de commerce, comme on dit dans ces cas-là. L'État français paye les 4 milliards de tôle. Donc ça continue à être... C'était vraiment un retour, puisqu'on avait évité tout le secteur, on avait rentré du NJ à l'automne, et on rentre du EDF maintenant. Comme on l'a déjà dit, pour EDF, le dividende, il n'est pas douteux que l'État français a les moyens de faire verser le dividende d'EDF. On protège un peu notre portefeuille, notamment en cherchant aussi des valeurs un peu plus de rendement. Donc, notamment pour revenir sur... On a renforcé Vinci également. Vinci a délivre plus de 3,5 de rendement, donc, ce qui n'est pas négligeable. Et même chose avec l'immobilier, donc, qui est une des... aussi une des nouveautés, puisqu'on l'avait évité pendant 6-8 mois, dans des périodes plus porteuses. Alors, cette semaine... opération sur Alstom. Donc l'opération est un petit peu compliquée. Donc Alstom a racheté un peu plus de 30% de ses titres. Donc les titres qui sont dans notre portefeuille sont valorisés au cours d'Alstom, sachant qu'il y en a quand même 30% qui vont être vendus 35 €, c'est-à-dire plus. Oui. Donc Agnès, moi j'aime beaucoup cette valeur, mais est-ce qu'on prendra du Alstom avec le cash qu'on va avoir?
pourquoi pas, pour reprendre notre poids initial qu'on a actuellement sur Alstom, parce que c'est une valeur qui est fortement décotée par rapport à ses pairs. Et puis enfin, avec le nouveau management qui va communiquer. Donc le 30 mars, il y a une réunion de tous des analystes. Donc ça va être un point important. C'est important parce que personne n'y comprenait rien. Ce dossier avec la vente électrique, le reste qui est gardé, raisonner en comparable, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, leur communication va être très importante. Et il y a une décote qui est de 30 à 50%. Oui, exactement. Malgré tout, on s'interroge toujours quand une entreprise rachète ses propres actions sur son manque d'idées pour investir dans d'autres... Là, c'est parce qu'elle a vendu... elle a du cash. Elle a vendu l'activité énergie et donc les actionnaires étaient quand même légitimes pour en avoir un bout, sachant que du coup, le nouvel Alstom n'a pas de dette. Ce qui n'est jamais arrivé, parce que tous les problèmes d'Alstom venaient... La plus grosse des problèmes d'Alstom venait de ça. Donc pour vous, c'est un mouvement qui peut représenter une opportunité d'arbitrage. Oui, oui, tout à fait, de se renforcer sur Alstom parce que... Après avoir empoché aussi ce cash. Oui, exactement. Je pense que ça risque d'être une belle opportunité et le secteur ferroviaire est mal coté au sein d'Alstom. Avec un carnet de commande de 4 ans ou 5 ans même de chiffre d'affaires. Alors il y a les banques cette semaine aussi. Oui. On a vu, c'était plutôt en bas de tableau, on va les revoir. C'est carrément en bas de tableau. Mais ça, c'est aussi lié aux turbulences sur les marchés, peut-être, qui pénalisent... Mais depuis un certain temps, elles sont malmenées, les banques. On a toujours des doutes, notamment sur leurs fonds propres, vont-elles faire face à Bâle 3, donc à Solvency 2. Donc voilà, c'est toutes les interrogations. Sur la composition des banques italiennes, c'est toujours aussi flou. Donc je dirais c'est toute une psychologie. On a des doutes notamment sur leur pérennité de leurs dividendes. Y aura-t-il une recapitalisation du Crédit Agricole? Voilà, donc je pense qu'elles sont surtout bannies des investisseurs étrangers. Voilà. Donc voilà. En fait, en termes de performance, on est à moins 2,50 rien que sur Crédit Agricole, AXA, BNP, Société Générale, pour un CAC qui lui, depuis le début de l'année, pour un CAC qui lui a fait moins 6,77. Donc c'est quand même très important. Oui. Alors autre secteur qui a publié, pas en France et sur lequel on n'est pas investi du tout. Alors c'est pas comme les banques, c'est le secteur de la santé, avec Roche et Novartis qui ont déçu, et donc ça n'incite pas à reprendre du Oui, ça nous conforte dans notre arbitrage qu'on a décidé. On est d'accord sur le sujet, on en a parlé. En fin d'année sur Sanofi, et du coup je pense qu'elles vont continuer le secteur de la pharmacie va continuer à souffrir, et c'est vrai qu'il est en train de délivrer des signaux mitigés actuellement. Alors on parle de la reprise Publicis qui a l'air moins tonitruant. Sur le marché publicitaire, curieusement, ça a incité c'était moins pire que ce qui était attendu, voilà ce qu'on peut dire. Non, mais le marché de la pub est un marché qui ne repart pas dans les mêmes proportions que dans les reprises précédentes. Alors comme les reprises sont en plus moins élevées, il y a moins d'effet de levier sur quelque chose qui est moins fort. Donc effectivement... C'est inquiétant ça comme indicateur pour la croissance. Je ne suis pas sûr que ce soit inquiétant sur la croissance, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est une transformation de l'économie, et en fait on vend plus de la data, du comportement du consommateur que de l'espace publicitaire. Que du spot de 30 secondes. Et on vaut mieux le business model qui avoir du Facebook, du Facebook, du WPP, etc., que d'avoir des compagnies de publicité. Alors, il y a un secteur sur lequel on est assez présent, c'est le secteur des conseils ou des conseils en technologie, puisqu'il y a eu Altran qui a publié, il y a eu Alten qui a publié, qui ont publié des bons chiffres, et puis les marchés ont été un peu déçus. Déception, oui. Donc aujourd'hui, notamment, on a Altran qui est en dessous de 50 €. Oui. Altran, pas Altran, Alten, qui est en dessous de 50 €. Et je pense que c'est une occasion pour renforcer sa position sur Alten ou acheter du Alten. Mais je pense qu'on a déception sur un chiffre d'affaires qui n'était pas mauvais. Qui n'était pas mauvais, mais c'est-à-dire c'est toutes les activités liées aux télécommunications, au pétrole qui ont baissé de 10%.
2% qui impactent sa croissance organique. Oui, En revanche, on a de très bons résultats dans le domaine de l'automobile. Ils n'ont pas été du tout impactés avec Volkswagen. Donc, je dirais c'est une occasion. Donc, on se renforce dans Alten. On pourrait se renforcer. Nous, on a déjà un poids de 1,50, comme c'est une petite valeur. Dans notre fonds, c'est suffisant. Mais je dirais, oui, quelqu'un qui n'a pas d'Alten, c'est une valeur à mettre dans son portefeuille. Peut-être qu'on a des deux, on a Alten et Altran. Oui. Donc, Quoi d'autre? On a eu aussi Chargeur, qu'on a... Chargeur, on l'avait allégé parce qu'on avait gagné beaucoup, parce que c'était pas ça fait partie des petites actions de stock picking. En revanche, ils ont délivré ce qu'on espérait, c'est-à-dire mieux que ce qu'espérait le marché. Mieux. Pour aller plus vite, pour aller vite, 9,1%. Ils ont une très belle croissance aux États-Unis, donc Chargeur, et ils ont annoncé de très beaux résultats et elle continue. Nous, on l'a allégé parce qu'on avait un poids de 2,5 et donc parce que ça avait beaucoup monté, parce qu'on est exactement. On avait fait une très belle 2. performance et dans cette turbulence de ces marchés, il faut savoir alléger ces gros poids. Donc, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Alors, la première question, c'est la gestion tactique, puisque le cash a un peu évolué. On est à combien maintenant? On est à 9%, mais on était monté cette semaine jusqu'à 10,5. Et donc, on est descendu jusqu'à 7,5. Oui, exactement. Donc, quand on dit tactique, il y a eu quand même ce qu'on a dit, des achats d'indiciels, plus des achats de valeurs sensibles à l'indice. Donc voilà, c'est la question. Est-ce qu'on reste sur cette quille? Est-ce qu'on reste dans les 9% ou est-ce qu'on diminue, sachant qu'on est toujours en mode 3? On est toujours en mode 3, mais toujours dans cette volatilité où on se pose beaucoup de questions. Cet après-midi, on a le PIB américain, donc, qui est très attendu. On a l'indice de confiance du consommateur américain. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore trop de volatilité pour pouvoir se mettre à 5% de cash. D'accord, donc on garde le cash, oui. Les 9%. On fait des arbitrages pour renforcer ce côté indiciel ou pas, ou ça suffit? Dans le côté tactique, je pense dans le côté tactique, il y a un secteur qu'on pourrait renforcer, c'est le secteur du luxe, notamment par Kering, qui, je dirais, dans l'indice CAC 40, a une certaine volatilité. Donc voilà, après, dans les autres secteurs, pour l'instant, je pense qu'on est bien investi. Moi, je serais assez pour qu'on essaie de creuser la consommation. C'est un peu compliqué, mais la consommation et le luxe Interb existe, mais la consommation, y compris agroalimentaire, Pernod Ricard, on en a déjà parlé il y a 15 jours ou 3 semaines, ou Heineken. Donc, luxe, consommation... de creuser là-dedans. À partir du moment où on a effectivement 9% de cash, on peut, à certains moments, aller sur des valeurs relativement défensives. Oui, mais comme on a du Delhaize qui délivre très bien, donc actuellement, on a du Carrefour, mais déjà, on a un poids de 2 et quelques, donc je dirais... Bon, concrètement, cette semaine, est-ce qu'on prend un peu de luxe, une pincée de Kering ou pas? On va y réfléchir, mais on continue probablement. à réfléchir. Est-ce qu'on prend de la conso plus traditionnelle, plus classique, du Pernod Ricard ou autre? Mais indirectement, on part du LVMH. On a du cognac, oui. On a du cognac, et notamment, il va y avoir bientôt le nouvel an chinois. Donc la réponse est non. Si c'est parce que LVMH, on l'a renforcé pour l'instant, on est à 3%. On est mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas forcément une valeur plus conso. Du Pernod Ricard ou du Heineken. À réfléchir, on va surveiller. Bon. Voilà. Et on finit avec Alten. Donc Alten, éventuellement, on ne dit pas non à une petite pincée supplémentaire ou on reste à 1,5 en termes de poids? Non, je pense qu'il faudrait... on reste à 1,50, mais mais peut-être à se poser la question, oui, à remonter un peu plus. Bon, ok, on se pose beaucoup de questions encore. Vous le voyez, c'est des marchés... En fait, la volatilité du marché fait que quand on est à 4004, on n'a pas très envie aujourd'hui de renforcer. Dès qu'on redescend vers 4000, ou si on allait juste en dessous, le propos serait beaucoup plus facile et on dirait oui, on y va. On a construit un vrai seuil de résistance au-dessus des 3008 qu'on craignait, plutôt des 3009. Bon, c'est pour ça, on garde du cash. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Merci à tous les trois. Merci à vous tous de nous suivre fidèlement semaine après semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous poser toutes vos questions au cours de l'émission, 12h30, 13h, chaque vendredi sur decidertv.com.